Et on est de retour à la triple menace pour ce bloc baseball. Et puis, comme on l'a dit, bon, Félix, tu l'as mentionné très explicitement un petit peu, là, tu as ruiné la surprise J'ai qu'on vendu avait. le Là, punch. J'ai vendu le Ben punch. non, les invités et collaborateurs de si souvent. Pop, je te laisse nous les présenter. Écoute, des bons amis à nous, des gars qui connaissent ça la balle, peut-être bien meilleurs que nous autres, quoique Félix ait quand même collaboré avec eux pour la date limite des transactions. Nerd. Bien sûr, les excellents amis Sébastien Berroir et Charles-Alexis Brisebois du podcast Passion MLB et du site web aussi Passion MLB, parce que vous n'êtes pas juste en podcast, vous êtes aussi un site internet. Les boys, comment ça va? Est-ce que vous vous êtes remis de cette semaine? Ouais, ça a été une grosse semaine, mais moi, je m'en suis remis. Charles, je ne sais pas. Là, la transaction Carlos Correa, c'est sûr et certain qu'il n'en est pas revenu. Non, qui en est revenu, honnêtement? Là, positivement ou négativement, je pense que personne n'est revenu de la transaction Carlos Correa. Là, on aura sans doute l'occasion d'en parler parce que ce ne serait pas un vrai portrait de la date limite si on ne parle pas de cette transaction-là. Mais non, écoute, c'était vraiment, vraiment, vraiment surprenant. Puis là, on dirait, on le revoit, là, tu sais, il frappe un circuit avec les Astros, puis tout d'un coup, on est de retour en 2021. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... J'ai vu son circuit aujourd'hui, j'ai fait fuck. C'est bon, pourquoi je suis revenu 5 ans en arrière? C'est quoi ça? Oui. La seule différence, c'est qu'il ne joue pas en même position, mais le reste, on s'en fout. Il est bon défensivement. Il ralentit offensivement. Quoique samedi, il jouait shortstop, par exemple, Jeremy Peña ne jouait pas. Exact. Il va alterner entre les jours où Peña va avoir un congé ou quoi que ce soit. Il va jouer un peu à la réco, mais sans plus. Non. Avant son circuit, avez-vous entendu un bruit de poubelle? Juste pour c'est ça que j'ai entendu. C'est ça, Alex Bregman et Alex Cora, l'autre bord qui leur donne. Non, mais Seb, tu ne pouvais pas entendre les bruits de poubelle, ils jouaient à l'étranger. Ah, mais ils peuvent trouver un moyen, là, eux autres. C'est quand même les Astros de Houston, là. Hey, moi, d'entendre les Red Sox critiquer et accuser les Red Sox de voler des signaux, là, ça m'a fait rire un peu. Voyons, c'est quoi ça? Pourquoi les Astros se permettent de critiquer du monde là-dessus? Hey, prends ton trou. Ouais, là, surtout c'était légal. Là. Je veux dire, c'est vieux comme le monde, t'es au deuxième but, tu types tes lancers, donne-y un bug comme il a fait, puis ferme ta gueule, c'est tout. Ben oui. Là, les gros méchants, ils volent nos signaux. Ah oui, toi, t'as pas fait ça? Ils auront l'occasion de leur faire, bien sûr. Mais les gars, la première transaction, pour aller un petit peu dans le vif du sujet là, que j'ai envie de lancer, il y allait un petit peu avec une saveur locale canadienne avec Shane Bieber qui passe aux Blue Jays de Toronto. Charles-Alexis, j'ai envie de te lancer pour commencer là-dessus, puis Seb, tu pourras suivre par après. Comment avez-vous accueilli cette transaction-là, considérant que Shane Bieber n'a pas encore joué dans les majeurs cette saison? C'est un pari. Je pense que c'est un beau pari. Puis on l'a vu lancer le dimanche après-midi dans réhabilitation à Buffalo. Tu vois quand même qu'il y a du stuff. Tu vois qu'il est capable d'être Shane Bieber. Mais tu sais, le spectre est large quand même pour Shane Bieber parce qu'il y a un monde où ce gars-là lance pas en série parce qu'il n'est pas assez bon, mais il y a un monde où il lance le match numéro 2 des séries parce qu'il est redevenu un peu Shane Bieber. C'est quand même un bon pari de la part des Blue Jays. Moi, j'ai aimé voir ça dans l'optique où il n'y a pas d'autres partants qui ont été échangés. Le prix pour les partants était très, très, très trop élevé, ce qui fait en sorte que personne n'a été échangé. Puis les Blue Jays, même s'ils n'ont rien fait de spectaculaire, durant cette date limite-là, ils ont comblé leurs besoins. Il fallait qu'ils améliorent un peu leur banc chez les frappeurs droitiers. Ça a été fait avec Ty France. Pas de façon spectaculaire, mais ça a été fait. Il fallait qu'ils améliorent leur enclos. Ça a été fait. Pas de façon spectaculaire, mais ça a été fait. Puis c'est la même chose dans la profondeur pour la rotation. Là, tu te retrouves dans une situation où tu as Shane Bieber et Alek Manoah, deux lanceurs avec beaucoup d'upside à leur meilleur, mais on a vu aussi ce que ça pouvait donner à leur pire, là, surtout Manoah, qui s'en viennent challenger pour des postes dans cette rotation-là ou juste pour lancer dans les majeurs. Fait que les Blue Jays ont comme levé le plancher un peu au niveau du talent en allant chercher Shane Bieber. Si ça ne fonctionne pas, c'est le genre de transaction qu'on va se dire « Ah mon Dieu, ils ont donné un bon espoir quand même pour pas grand-chose. » Mais si ça fonctionne, on va se dire « Écoute, peut-être qu'ils ont acquis le meilleur lanceur qui aura été échangé cette semaine. » Fait qu'il n'y a comme pas de juste milieu avec cette transaction-là. Oui, c'est très risqué. Par contre, moi, j'ai aucun problème avec cette transaction-là. Je pense que les Jays ont très bien fait de la conclure. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus de renfort, par contre. Je comprends que le marché des lanceurs partants, c'était très, très difficile d'aller en chercher un. Mais il reste que tu as Shane Bieber qui n'a pas encore lancé. Tu as Alek Manoah qu'on n'a aucune idée dans quel état il va revenir. Tu as Max Scherzer qui va probablement se reblesser. Si ces trois-là ne sont pas là dans la rotation d'ici la fin de la saison, ça va être compliqué. Peut-être qu'on aurait pu aller chercher
On a comblé notre besoin dans la clé de relève, mais peut-être que ça en aurait pris un de plus. T'sais, on a vu les Yankees aller en chercher plusieurs, les Mets qui étaient déjà solides sont allés en chercher plusieurs. Du côté des Jays, j'en aurais pris un de plus peut-être de plus grande qualité, parce que ceux qu'on est allé chercher, c'est pas des gars que nécessairement on va mettre en 9e manche, qui sont capables dans des situations très, très critiques de lancer. Fait que c'est peut-être à ce niveau-là qu'on a failli un petit peu à la tâche, mais la transaction de Bieber, il devait la faire. C'est un beau risque. Il aurait peut-être fallu l'entourer un petit peu. Les gars de New York, vous aimez ça, les « Ah, il revient de blessure, ça va être notre transaction de la date limite. » Oui, il va jouer cette carte-là. Yemi Garcia, s'il revient... J'ai l'impression que ça fait partie du plan. Puis on dirait que j'ai l'impression que c'est ça, les Jays aussi, c'est qu'ils misent tellement sur plusieurs éléments qu'ils se disent peut-être tout ira pas mal. Tu sais, je veux dire, oui, mathématiquement, c'est possible que et Bieber, et Manoah, et Scherzer soient tous blessés au mauvais moment. Ça se peut, mais ça se peut qu'ils se disent on a 7 partants pour 5 passes en saison, 4 passes en série. On a juste besoin qu'il y en ait un qui se lève. C'est peut-être de ça aussi. Yemi Garcia, c'est un peu la même chose. Il est sûrement lancé, puis qui est le Yemi Garcia qu'on connaît, ça peut être pas pire. Mais c'était ça, avec le marché qui était complètement fou. On dirait qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont pris des paris, là, parce que sinon, tu sais, c'est quoi? C'est Michael Soroka qui a été échangé à Chicago. Là. C'est-tu mieux Michael Soroka ou c'est mieux Bieber? Je peux dire à un moment donné. Surtout dans un contexte où Joe Ryan, pour une raison X, Y, Z que je ne sais toujours pas, est encore au Minnesota. Je vais te l'expliquer la raison X, Y, Z. C'est parce que Craig Breslow, il veut recevoir, mais il ne veut pas donner. Non, mais donnez-moi Joe Ryan, je vous donne. Non, mais je ne parle pas juste des Red Sox. Je vous donne password dans le 3, on s'en fout. Donne Wilder Abreu. Je peux bien comprendre pour les Red Sox, mais il y a 2 semaines après, tout le monde parlait de Joe Ryan avec les Jays, par exemple. Joe Ryan était lié à tout le monde, là, dans les faits. Là, je pense que tout le monde voulait Joe Ryan. C'est peut-être ma chambre d'écho sur Twitter qui est peut-être un peu forte cette semaine-là aussi. Mais oui, c'est quand même... Vas-y. Non, j'allais juste dire, c'est quand même spécial que personne n'a été capable de mettre le prix sur la table pour aller chercher les services de Ryan. Là. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une équipe. Je comprends que les Red Sox ne voulaient pas payer, mais une équipe qui veut avoir ce genre de lanceur-là pour plusieurs saisons, à un moment ou à un autre, il faut que tu payes. Puis c'était une belle occasion dans cette vente de feu-là d'aller le chercher. Ouais, moi, je pense que ils ont tout vendu. Là, je veux dire, il y a ça aussi. Là. Puis, tu sais, on revient aux Jays aussi, là, puis échange après. Tu sais, je me demande, les Jays, j'ai l'impression qu'on a été des acheteurs prudents. Tu sais, on s'est peut-être dit, la recette fonctionne, on ne touchera pas trop, mais tu sais, il y a peut-être des signes qu'éventuellement, la rotation, beaucoup de vétérans vont peut-être commencer à ralentir un peu. Tu sais, oui, Arjun, Nimala, Trey et Savage sont 2 très beaux espoirs, mais tu sais, en même temps, si tu crois à ton noyau en ce moment, c'est beau d'avoir ces espoirs-là, mais ils vont-tu te servir à de quoi dans 5 ans quand Bo Bichette va être parti, puis une partie de ce noyau-là va être partie, George Springer va être à retraite, puis une bonne partie de ta rotation va être partie. J'aurais peut-être aimé ça les voir être un petit peu plus agressifs. Puis, tu sais, la dernière fois qu'on a fait une transaction avec 2 gros espoirs au Minnesota pour un partant, ça n'a pas trop mal fini non plus. Fait que, tu sais, peut-être qu'on aurait pu opter pour ça, puis mais on ne l'a pas fait, on aime nos espoirs. Peut-être que Savage va contribuer aussi cette année, là, puis il y a peut-être des solutions. C'est peut-être dit que ce gars-là est déjà assez proche des majeurs. On ne perdra pas de Nimala en plus. Il y a peut-être eu de ça dans la décision. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, mais peut-être qu'il y a de ça aussi qui a justifié le fait de ne pas payer ce prix-là pour Ryan. Ben, tu as raison, mais moi j'ai l'impression que les Twins peut-être se sont inspirés un peu des White Sox l'hiver passé dans le dossier de Garrett Crochet. Ils se sont dit on va essayer de l'échanger durant... moi, je pense que dans les 2 cas, les White Sox de 24, les Twins de 25, dans les 2 cas, je pense qu'on demandait des prix de saison morte en pleine saison. Parce qu'en saison morte, tu peux avoir un petit peu plus d'équipes. Tu sais, l'an passé, les Red Sox n'auraient pas pu, à la date limite, aller chercher Capitaine Crochet. Mais durant la saison morte, tu te dis, ben là, on reforme notre équipe un peu, on fait un push, on y va. Puis, tu sais, pour revenir aux Red Sox, oui, c'est sûr que Joe Ryan, ça aurait aidé. D'un autre côté, moi, je me dis, t'échanges, mettons, Wilyer Abreu ou t'échanges Jarren Duran, peu importe. Puis là, tu as Roman Anthony qui subit, soit qui subit une blessure ou qui a un down parce que c'est une recrue, ça se peut qu'il y ait des hauts et des bas. Puis là, tu te dis, soudainement, on se retrouve juste avec 2 voltigeurs. Si seulement on avait un Jarren Duran dans notre équipe. À un moment donné, tu ne veux pas déshabiller Paul pour habiller Jean non plus. En pleine saison, c'est touché. Je comprends ce que les Red Sox ont fait. Puis peut-être que l'hiver prochain, là, tu diras, écoute, là, on va restructurer notre équipe. On ajoutera de la profondeur au champ extérieur dans un rôle vraiment de 4e voltigeur.
ailleurs, puis on se permettra d'en échanger un pour aller chercher Joe Ryan parce que j'ai l'impression que tu ne peux pas continuer des années comme ça. Là. Tu ne peux pas dire Roman Anthony est un frappeur de choix trop souvent. Ça ne peut pas fonctionner à son âge avec son talent. Il faut que tu trouves une solution, mais je ne pense pas que le moment c'était là. Donc, je sais que c'est facile de frapper sur Craig Breslow, mais là-dessus, je comprends un peu ce que rien à dire. Tu sais, je pense que Red Sox Twitter était vraiment déçu, puis avec raison. Tu sais, il y a comme une affaire que Boston n'a pas fait les séries depuis 4 ans. Il y a peut-être ça qui rentre un peu. Tu sais, on a échangé Rafael Devers. On essaie encore de cicatriser la blessure Mookie Betts un peu. Tu sais, je pense qu'il y avait un peu de surréaction par rapport à ça. Mais l'équipe vient de faire le meilleur message que tu ne peux pas faire. Tu viens de balayer un meneur de division que tu vas probablement affronter en série dans 2 mois si Boston font les séries. Meilleure réponse. Mot-clé. J'ai envie qu'on fasse un petit peu de pouce là-dessus. Là. On parlait des Twins, on parlait de Duran qui s'en va à Phillies dans ce groupe de lanceurs avec Zach Wheeler. Est-ce que c'est effectivement ce que les Phillies avaient besoin pour tenter là, d'avoir cette première place dans la division pour laquelle ils se battent tellement fort avec les Mets présentement? C'était exactement ce qu'il avait besoin. Puis c'est pas seulement cette année, il y en avait besoin par les années passées. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'ils ont besoin d'un releveur de cette qualité-là. Finalement, on réussit à mettre la main sur un closer qui amène sa musique d'entrée. C'était tellement cool. C'est incroyable. Mais tu sais, c'est quelque chose de faire ça au Minnesota, mais d'amener cette entrée-là à Philadelphie, c'est comme tu pousses à un autre niveau. Quand Joan Duran va rentrer match 7, fin de la 9, pour clinch une place en série mondiale, puis t'as ça qui rentre au Citizen Bank Park à Philadelphie. Contre qui, Pop? Contre qui le match 7? Les Mets. Pourquoi pas les Mets? Fuck it, les Mets. Parce que dans Game 6, c'est Narco qui va avoir joué en 9e manche. Avec Hells Bells en 8e. Moi, je te dis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé depuis une couple d'années, pourquoi on a décidé de traiter les releveurs comme des lutteurs à WrestleMania, là, mais j'adore ça. Laissez-les tous faire ça. Un après l'autre, je pense ça que je veux tout faire leur tout, man. D'ailleurs, là, Ryan Helsley, là, ça prend des couilles quand même pour rentrer avec Hells Bells. Hein? Tu sais, je veux dire, c'est une des tunes iconiques de Closer. Tu irais-tu, toi, prendre Enter Sandman si t'es un releveur? Jamais de la vie. Tu fais 15 000 livres de pression sur les épaules. Puis, Hells Bells, c'est la même chose. Là. En plus, je faisais le même commentaire à Félix cette semaine par rapport à ce sujet-là. Au nombre de chansons rock et / metal qui a le mot L là-dedans, dans le titre, là, il aurait pu se forcer un peu sur l'originalité. Mais ça... C'est juste moi. Mais pour terminer sur les Phillies, je vais juste dire, on a adressé cette lacune-là. Ça va nous aider en séries éliminatoires parce qu'on le sait que ça passe par l'enclos de relève. Puis en plus de Yohan Duran, on a ajouté Harrison Bader, qui était un autre besoin qu'on avait depuis plusieurs années. Un voltigeur excellent défensivement, qui est capable de temps en temps de contribuer offensivement, qui ajoute la profondeur dans cet alignement offensif-là, qui en a pas tant besoin, mais tu ajoutes un joueur comme ça, puis c'est sûr que tu es meilleur. Donc, les Phillies, nécessairement, sont meilleurs après la date limitée de transaction. Puis j'ajouterais pour Duran aussi, on a vu aux Alvarado que depuis plusieurs années, les Phillies misent beaucoup sur lui en série, a été suspendu cette année pour produits dopants, va revenir après, c'est une suspension de 80 matchs, donc va revenir d'ici la fin de la saison régulière, mais cette suspension-là s'applique en série aussi. En série, Alvarado ne sera pas là. Donc, on a besoin d'un gars, même si Alvarado revient, puis en septembre, est le closer parfait, puis ramasse 20 sauvetages en 20 tentatives au mois de septembre. À tous les matchs, il est incroyable, puis il ne sera pas là en octobre. Tu as besoin d'un gars qui va être là en octobre, puis il va falloir que Duran soit ce gars-là. On avait besoin d'un Duran. Jordan Romano, on pensait qu'elle allait le devenir. Ça n'a pas bien été, puis ça prenait un releveur de confiance. On ne l'avait pas à Philadelphie. Puis Yohan Duran, on le cherche depuis des années, ce gars-là. On l'a finalement trouvé. Puis moi, je ne serais pas surpris que cet hiver, on apprenne que ce gars-là a déjà signé une prolongation de contrat. On ne le laisse pas partir de. Ce gars-là est parfait pour Philadelphie. Ce gars-là a une toune d'intro avec une cloche à Philadelphie. Come on, man! C'est parfait. Il était fait pour jouer à Philadelphie. Fait que non, c'est vraiment bien fait. Puis j'adore cette transaction-là. On a payé quand même cher, mais on n'a pas touché à Andrew Painter ou à un autre de nos très, très gros espoirs. Pour un releveur, c'est cher à payer, mais pour moi, c'est un prix qui est raisonnable pour un besoin qui était vraiment criant à Philadelphie. Moins cher que les Mets, par contre, selon moi. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui.
Puis les Padres. Ouais, ben oui, c'est là que je voulais y aller, justement, là, parce que, bon, vous avez mentionné comme quoi, bon, les lanceurs, tu sais, il y a quand même un bon petit prix qui vient avec ça. Et puis, bon, Mason Miller, là, qui s'en va du côté de San Diego. Est-ce que du côté des Padres, les gars, est-ce qu'on a surpayé de ce côté-là, surtout en se défaisant là, de Leo DeVries dans cette transaction-là, là, une des meilleures espoirs au baseball? C'était cher payé quand même, on ne se le cachera pas. C'est la première fois de l'histoire qu'un espoir top 3 est échangé alors que c'est un espoir. Tu sais, c'est les Aces déjà qui s'enlignaient dans quelques années pour avoir une bonne équipe. Écoute, on ne s'attend pas à ce que DeVries reste à la réco, mais peu importe, il rejoue au deuxième but, on s'en fout. C'est pas super important en ce moment, mais il peut vraiment ajouter du punch à cette équipe-là qui en a besoin pour le futur, mais en même temps, dans l'immédiat, t'es les Padres, tu avais déjà un bon enclos. Tu vas chercher Mason Miller qui va être là pour les 5 prochains parcours éliminatoires parce qu'il reste 4 ans de contrôle après cette année. C'est ce qui fait en sorte que ça a coûté cher. Mais c'est sûr que si tu dis bien froidement à quelqu'un, hey, j'ai donné le 3e espoir du baseball majeur pour un releveur, ça se peut qu'ils te disent qu'est-ce que tu fais là? C'est tellement volatile un releveur. Surtout un gars comme lui, je veux dire, ça se peut que demain matin, il y ait un Tommy John puis qu'il manque les séries 25 puis 26. Il y a des risques quand même avec cette transaction-là. Mais les gars, vous le savez comme moi que AJ Preller et les Padres sont des preneurs de risques s'il en existe un dans le baseball majeur. Donc, écoute, ça s'accorde avec ce qu'on fait. On sait qu'éventuellement, on ne sera plus capable de payer du côté de San Diego. Il va falloir liquider des joueurs. Il va y avoir peut-être une reconstruction qui attend ce club-là dans le détour. Et Jay Preller s'est dit, ben, tu sais quoi, moi, je ne tombe pas sans essayer de me battre avant. Puis si je suis capable d'amener une bannière au Petco Park que les partisans qui vont venir voir pendant la reconstruction pourront au moins admirer, ben, ça sera déjà ça. Moi, je pense que c'est ça la mentalité à San Diego. C'est vraiment all-in de chez all-in. Puis surtout, il y a un détail qu'on semble oublier parce que, on regarde le classement. San Diego est 3 matchs derrière les Dodgers. Là, on parle de séries éliminatoires. Il y a un titre de division qui est surprenamment est encore possible. Oui, qui est très, très possible, surtout avec Miller et tout. Puis, tu sais, moi, Leo DeVries, pour moi, c'est le meilleur espoir du baseball majeur. Ce gars-là est vraiment spectaculaire, a tous les outils que tu peux possiblement t'imaginer. Puis, pour moi, c'est le meilleur espoir. OK? Mais, veux pas, ça reste un gars qui est dans le offert en ce moment. OK? Puis, tu regardes le noyau des Padres, la façon que c'est construit. Manny Machado, Xander Bogaerts, j'ajouterais même Fernando Tatis à ce groupe-là. C'est pas toutes des petites jeunesses. Je veux dire, tranquillement, pas vite, ce noyau-là va prendre de l'âge de plus en plus. Il reste combien d'années réalistement à ce noyau-là pour être compétitif? Peut-être 3 ans, 3-4 ans? Leo DeVries, dans le meilleur des mondes, arrive en 2028-2029. Je veux dire, on est encore vraiment loin de Leo DeVries comme un vrai contributeur dans les majeurs. Les Padres se sont dit, pourquoi garder un gars qui va peut-être nous aider à propulser notre deuxième noyau, mais qui a tout autant de chances de devenir un flop d'ici là, quand on peut aller chercher un gars qui, aujourd'hui, va solidifier notre enclos, puis aussi JP Sears, qui est un partant qui va venir aider la rotation. Là. Tu sais, aller chercher de l'aide maintenant pour un noyau vieillissant, oui, c'est très cher à payer, puis il y a des chances qu'on finisse par regretter ça, mais en même temps, l'important, c'est que tu gagnes un championnat, puis ta fenêtre, c'était San Diego, c'est maintenant. Là, plus les années passent, plus ta fenêtre ferme à San Diego. Charles, tu l'as dit, on a de moins en moins d'argent depuis le décès du propriétaire Peter Seidler. Donc, il va falloir commencer à capitaliser à ce niveau-là, puis il fallait essayer un move agressif. C'est extrêmement agressif de donner DeVries, mais dans les circonstances, je comprends un peu plus cette transaction-là. Et au prix qu'on a payé, je ne serais pas surpris que Mason Miller, tôt ou tard, on l'essaye comme partant. À la base, était un espoir en tant que partant dans le système des mineurs des A's. Ça n'a pas bien fonctionné quand on l'a essayé comme partant. Est tellement devenu un bon releveur qu'on l'a laissé closer, on n'a pas retouché à ça. Mais tu sais, peut-être que l'an prochain, au camp, tu dis, ben, Mason, essaie de t'entraîner un peu comme partant, on va peut-être te donner des départs. Puis, tu sais, si seulement les Padres, dans leur rotation, avaient un ancien releveur devenu partant avec qui ça fonctionne super bien, il y en a un, Michael King. Fait que, tu sais, on sait que ça fonctionne. King a fait la transition avec les Yankees, mais est arrivé rapidement à San Diego après. Fait que, moi, je ne serais pas surpris qu'on laissait avec Mason Miller non plus. Tu sais, ce genre de prix-là, tu le payes pour un lanceur partant. Mais Miller est tellement dans une classe spéciale comme releveur aussi que pour moi, ça justifie si tu regardes ce gars-là en disant ben ça, c'est mon closer pour 5 ans. All right, c'est tant mieux pour toi. Tu n'as pas besoin de te poser de questions pendant 5 ans. Closer, qui est un problème, on en parlait à Philadelphie, c'est un problème depuis je ne sais pas combien d'années. Fait que tu sais, c'est réglé, cette case-là est cochée. Leo DeVries, peut-être que les A's ont un autre jeune joueur qui va s'ajouter à leur déjà très excellent jeune noyau avec Nick Kurtz, Jacob Wilson et tout.
Mais c'est pas à Sacramento, même à Vegas à ce moment-là, on avait plus besoin d'aide à long terme que d'aide immédiate. C'est pour ça qu'on a pu se permettre de laisser partir Miller pour Leo DeVries, qui a le potentiel d'être beaucoup plus influent que Miller sur les résultats de l'équipe. Mais San Diego, on avait besoin d'aide maintenant. Et pour moi, c'est pour ça qu'on a fait cette transaction. Puis tu sais, Félix, je vais t'en pousser une. Je m'étais fait lancer un peu des tomates par rapport à cette idée de scénario-là que j'avais évoqué. Puis finalement, ça s'est réalisé. Moi, quand Juan Soto avait été acquis par les Padres, j'avais dit, je ne serais pas étonné qu'il devienne joueur autonome puis qu'il soit échangé avant par les Padres. Puis finalement, oui, il y a eu le décès du propriétaire Peter Seidler, mais quand même, je veux dire, j'ai eu raison quand même, il a été échangé par les Padres avant pour essayer de récupérer une certaine valeur. Les releveurs, c'est tellement volatile. Tu sais, si dans 2 ans et demi, là, les Padres sont obligés de mettre la hache un petit peu ou de couper, Mason Miller, avec 2 ans de contrôle, s'il continue de lancer comme ça, je vous l'annonce, les gars, il ne rapportera pas Leo DeVries. Mais il peut te rapporter un jeune dans le 3A ou majeur 3A qui est bon puis qui est capable d'avoir de l'impact dès maintenant puis qui ne coûte pas super cher puis que ça va t'empêcher de le perdre dans 2 ans. Je ne serais pas étonné que Mason Miller, puis on sait comment les Padres sont capables de flipper du monde. Les Padres croient beaucoup en leur noyau puis tout ce qui est alentour est interchangeable. Pourquoi pas Mason Miller à Philadelphie, à New York, n'importe où dans 2 ans? Moi, je ne dis pas que c'est complètement impossible. Ou peut-être que justement, comme tu dis, on va en faire un partant puis on va le garder, peu importe, mais attachez-vous pas trop à Mason Miller parce qu'il peut être flippé rapidement à San Diego. Là. Mais tu regarde ce que les Twins ont eu pour Yohan Durant. Si tu regardes Mason Miller, c'est un bon comparatif. On a eu l'espoir numéro 4 et numéro 6 des Phillies pour un releveur avec une année et demie de contrôle encore. C'est 2 ans, c'est ça. Fait que, c'est 2 années complètes encore, c'est vrai, Durant, c'est long. Mais tu échanges Miller dans 2 ans, tu peux espérer aller chercher des choses comme ça. Puis encore là, c'est vrai, c'est pas Leo DeVries, mais c'est probablement 2 gars du top 5 que tu peux aller chercher quand même. Là. C'est pas rien. Fait que, oui, tu as payé très cher. Puis le 3e espoir du baseball majeur, qui pour moi est peut-être le meilleur, là, c'est énorme comme prêt à payer. Mais tu peux quand même aller chercher de la valeur tout en donnant une chance à ton noyau actuel d'être compétitif. Puis pour moi, c'est là que ça devient super intéressant comme transaction pour les Padres. Puis une dernière chose que je vais ajouter sur les Padres aussi. Dans 2-3 ans, là, qui dit qu'ils ne vont pas réussir encore à aller chercher un gars au fin fond de la République dominicaine? Parce que, pour ceux qui savent moins ça un peu, les Padres, c'est dans... Si c'est pas la meilleure équipe, c'est dans les meilleures équipes dans le marché international. Dans les... Tu sais, ce qu'on appelle le marché hispano... Les agents libres internationaux. Exactement, merci. Tu sais, ils ont été chercher l'analyse de Reese. Il y a un Ethan Salas qui, je pense, qui n'est même pas encore légal pour boire au Québec, qui est déjà vu comme un gars qui pourrait arriver comme receveur à comme 21-22 ans, qui est vu comme, je ne sais pas si c'est le premier ou le 2e meilleur espoir dans les majeurs de ce côté-là. Il ne faut pas oublier non plus, c'est aussi les Padres qui avaient signé un Jurickson Profar, qui a été un top prospect international aussi il y a quelques années. San Diego, c'est vraiment bâti une réputation pour des espoirs latinos comme ça. Dans 2-3 ans, ils vont sûrement en trouver un autre et se dire hey, la roue continue à tourner, merci, bonsoir. Puis dans 2-3 ans aussi, là, on parle de Leo DeVries, mais le dernier espoir aussi haut à avoir été échangé, c'était Yohan Moncada. Qui parle de Yohan Moncada par les temps qui courent? Pas grand monde. Il y a un excellent potentiel, ça, il n'y a aucun doute pour DeVries, là, mais on ne sait pas ce qui peut se passer pour des jeunes joueurs comme ça. Fait que non seulement on est peut-être capable de se refaire en échangeant Mason Miller dans les prochaines années, mais ça ne veut pas dire nécessairement non plus qu'on a payé extrêmement cher pour 5 ans. 5 ans de contrôle d'un joueur de cette qualité-là, c'est énorme. Et je pense que ce qu'il faut aussi considérer, c'est le fait que on dirait que la mentalité de peut-être un peu avant, puis encore de certains partisans, c'est il faut planter l'autre équipe dans une transaction. Dans les faits, si les 2 équipes gagnent, c'est correct. Tu sais, mettons scénario ultime, là, OK? Mason Miller aide les Padres à gagner la Série mondiale et Leo DeVries devient une vedette là, à Vegas, mettons, dans une couple d'années. Ben, les 2 équipes auront gagné. Puis les 2 équipes auront obtenu ce qu'elles voulaient aussi. Puis même si à un moment donné, Miller est parti, puis tu dis hey, mon Dieu, ce serait-tu le fun d'avoir Leo DeVries en ce moment? Mais que tu as eu des longs parcours éliminatoires. Fait que si les 2 peuvent gagner, tu n'es pas obligé de planter ton adversaire. Il suffit que toi, tu gagnes, puis ça va. Ça va fonctionner dans ce dossier-là. Hey, les gars, un des gros noms, bien sûr, à cette date limite des transactions était Eugenio Suarez, pardon, qui
qui retourne. Eugène, ouais, si on peut y aller, Eugène. Si vous Facile, voulez. ouais. Ouais, exact. Qui, Un petit gars de Terrebonne, ça, Eugène, ça. C'est le grand-père du petit gars de Terrebonne, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un grand-père à Terrebonne. Qu'est-ce ça, que là. Terrebonne a mérité? Qu'est-ce que Terrebonne a fait pour mériter ça? Pauvre Terrebonne. Shout out nos gens de Terrebonne. On va y aller. Eugène Suarez qui refait ses valises puis qui s'en retourne à Seattle. Puis là, maintenant, Seattle, on a comme deux bons gros noms au niveau offensif. Est-ce qu'on s'attend à ce que ça fasse du chemin pour le restant de la saison et jusqu'en séries éliminatoires, cette force d'attaque-là, avec Cal Raleigh et Eugenio Suarez? Non, parce que c'est Seattle. Ah, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais Vas-y. historiquement parlant, si on regarde tout ce qui est autour, les park factors et tout ça, tu sais, le T-Mobile, pas le T-Mobile, T-Mobile Stadium? T-Mobile Park encore, je pense. Merci, T-Mobile Park, merci. Ça reste le stade le plus pitcher-friendly de tout le baseball majeur, statistiquement parlant. Ouais. Là, vous pourrez me dire, oui, mais Cal Raleigh mène les majeurs pour le nombre de circuits. OK, c'est correct. Mais, historiquement parlant, à chaque fois que Seattle a voulu se rajouter un gros bâton offensivement, ben ça fait patate. Mais par contre, quand on rajoutait ces bâtons-là, on n'avait pas la rotation qu'on a présentement. Cette rotation-là peut amener n'importe quelle équipe jusqu'au bout. Moi, c'est ça qui me fait penser que les Mariners peuvent aller très loin parce qu'on avait déjà la rotation. Puis là, on ajoute exactement ce qu'on avait besoin. Le bâton de Suarez, le bâton de Josh Naylor, qu'il ne faut pas négliger non plus, qu'on a amené dans une autre transaction. On avait besoin de ces bâtons-là. Tu sais, Josh Naylor frappe 6e dans l'alignement offensif des Mariners. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est très, très profond. Donc là, on a une force offensive, puis on a des lanceurs qui peuvent battre n'importe quel lanceur adverse. Tu sais, une courte série 3-5 contre les Astros, je comprends toute l'expérience, tout ce qui est le retour de Carlos Correa, etc. Mais moi, avec la rotation partante et les ajouts qu'on a fait, j'ai pas le choix de favoriser les Mariners. Est-ce que tu les vois gagner même la division, Sam? Ben, on n'est pas si loin. Puis, tu sais, ça peut changer très rapidement. On l'a vu là, en fin de semaine, les Astros, c'était pas extraordinaire. Ça permet aux Mariners qui battent les Rangers. Ils ont remporté les 2 premiers matchs. Donc, ça peut changer très rapidement dans une division. S'il faut qu'on s'affronte en plus en séries éliminatoires avec le momentum, c'est là que ça peut jouer. Puis si on passe les Astros, je ne vois pas vraiment qui peut arrêter les Mariners dans l'Américain. Mais je trouve ça important, l'aspect que tu as mentionné aussi, de dire avec le groupe de lanceurs partants qu'ils ont, parce que, tu sais, mettons, vers la fin des séries, c'est une chose, mais au début des séries, quand c'est des 3-5, là, je te donne un exemple, tu sais, d'une équipe qui théoriquement, devrait faire peur à personne dans l'américaine, les Rangers du Texas. Mettons là, que ce club-là se qualifie, ils vont jouer un 3-5, ce ne sera pas une des 2 meilleures équipes de l'américaine. Là, je te dis, tu vas affronter Jacob deGrom, Nathan Eovaldi puis Merrill Kelly. Ben, je crois en cette équipe-là. Tu sais, si Corey Seager devient Corey... Fait que, tu sais, ça ne tient pas à grand-chose. Puis si tes lanceurs partants te tirent comme ça vers le haut, tu as Patrick Corbin comme numéro 4 que cette année, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il met dans ses cornflakes, mais j'en veux. Tu sais, ces rotations-là peuvent faire la différence. À Seattle, on pensait que ça allait peut-être coûter de cette profondeur-là sur le monticule pour s'améliorer, puis ça ne l'a pas fait. Tu ajoutes Suarez que c'est des circuits dans 30 des 30 stades. Là. Même que qu'il soit à Seattle ou qu'il soit à Sacramento, là, dans un stade qui est super hater-friendly, ça va fonctionner pareil. Fait que j'ai Seattle aussi, Suarez, il l'a déjà vécu. T'sais. Des fois, amener un gars qui ne l'a jamais vécu, c'est quelque chose, mais là, lui, il sait à quoi s'attendre aussi. Là. Exactement. Fait que, tu sais, je te dis pas que les Mariners sont mes favoris pour se rendre nécessairement en série mondiale ou quoi que ce soit, mais si j'affronte les Mariners à un certain moment en octobre, puis je me dis, ouais, ça se peut que ce soit fatigant, puis que ça se peut que ce soit une série qui soit irritante. Puis ça, c'est que t'as pas juste Raleigh, maintenant t'as Suarez qui est un. Tu sais, quand tu regardes l'alignement des Mariners avant, t'avais OK, c'est bon, Raleigh, on va travailler autour, puis ça va être tout là. C'est Raleigh, Suarez, même un Rosarina qui est en feu depuis un bout, Josh Naylor, JP Crawford. Julio Rodriguez, s'il décide de jouer comme il fait souvent en deuxième moitié de saison. Ça fait beaucoup de monde, tranquillement, pas vite. Là, puis on sait que l'enclos est excellent aussi. Andrés Munoz, qui est un des meilleurs releveurs des majeurs. Il y a du talent là. Tu sais, évidemment, il y a des raisons de douter de Seattle parce qu'ils brisent le cœur de leurs partisans depuis je sais pas combien d'années. C'est pas la même histoire avec eux, mais il y a quand même des raisons de croire en eux cette année que, tu sais, veut pas, l'année passée, c'était Rosarina, puis là, c'est Naylor Suarez. Veut pas, le talent commence à s'accumuler. Là, il commence à en avoir pas mal de grosses acquisitions qui
réussissent à tenir quand même. Rosarina, ça a pris un petit bout, mais là, cette année, il commence à finalement trouver son rythme à Seattle. Suarez l'a déjà vécu. On peut penser qu'il va le pogner plus rapidement. Carl Raleigh l'a bien trouvé. Ça fait beaucoup de bons frappeurs, tranquillement, pas vite. Vous l'aurez entendu ici en premier. Puis là, finalement, les gars, on parlait des Astros. On en a touché un petit peu. Comme quoi, bon, finalement, le temps, c'est juste une roue qui tourne. Et les Astros qui, de leur côté aussi, rapatrient un de leurs anciens. On fera un petit peu de pouce là, sur Carlos Correa du côté de Houston. Est-ce que du côté, justement, des Astros, on est de retour? Est-ce qu'on est prêt? Comme à chaque année, dans le fond, hein, c'est un peu cette magie noire des Astros, qu'on le veuille ou non. Ils vont être là. Et puis, là, avec, bien sûr, cette transaction, vouloir rapatrier Correa, est-ce qu'on s'attend justement à les voir faire encore un bout de chemin, peut-être jusqu'en série mondiale? Moi, je ne serais pas étonné de les voir jusque-là. Je ne serais vraiment pas étonné. Tu sais, l'américaine est relativement ouverte. Écoute, je vais te dire quelque chose, OK? Ça ne plaira pas à nos deux amis qui supportent les Yankees de New York. Mais il suffit qu'ils rencontrent les Yankees sur leur chemin et ils s'en vont en série mondiale. Ça, arrête, t'as raison, arrête. Félix, explique-moi où j'ai tort. J'ai dit t'as raison, mais arrête. Merci beaucoup, j'aime ça quand tu parles comme ça. Alexis, je pourrais même rajouter si les Yankees font les séries. Ah, c'est Ouais. sûr. Leur enclos, Pop. Ils ont un enclos puis un demi Aaron Judge. Mais j'aime vraiment pas ton attitude. Regardez le partisan des Blue Jays qui s'énerve le poil des jambes. Là. J'aime vraiment pas ton attitude, Charles. J'aime vraiment pas ton attitude. Je vais vous laisser vous chicaner entre vous, puis moi, je vais répondre à la question de Mio. Moi, je crois quand même aux Astros. Puis, tu sais, cette transaction-là de Carlos Correa, ça, c'est du Jim Crane à l'état pur. Jim Crane, comme propriétaire, il est un peu dans l'esprit de Steve Cohen. Quand il veut quelque chose, il va chercher quelque chose. Puis là, ça il tentait de ramener Correa, puis il s'est dit, ça va coûter cher, c'est pas grave, je vais la dépasser la taxe de luxe, même si je voulais pas le faire. Ça me tente d'aller chercher une vedette, je sais qu'il cadre ici, je sais que les gens l'aiment ici. Moi, je m'en vais le chercher. Puis même si on s'en va le chercher pour ces mauvaises années après, puis même si ça va être compliqué parce qu'on a déjà Paradise au 3, puis on a déjà Jérémy Peña à l'arrêt court, on improvisera, puis on échangera Christian Walker durant la saison morte. Je m'en fous, on fera de la place. Les Astros sont en mode très, très, très maintenant. L'an passé, c'était la première fois depuis 7, 8, 9 ans, je ne sais pas trop, qu'ils ne se rendaient pas en série de championnat. Dans l'américaine, il y a de la place quand même pour ces équipes-là. Puis les Astros se sont dit, tu sais quoi, nous, on va la chercher. Lui, il sait c'est quoi jouer en octobre pour les Astros de Houston. Il va être bon pour nous. Fait que même si c'est... Tu sais, parce que s'il avait été cherché, mettons, Eugenio Suarez, tu aurais dit, écoute, il y avait un trou au 3 pour finir l'année. Il est là au 3 pour finir l'année. Il est meilleur que Correa cette année. Parfait. Mais l'aura que Correa... Tu sais, Correa est comme déjà le capitaine des Astros, puis ça fait une journée qu'il est de retour, là, pratiquement. Le co-capitaine, mettons, avec Ozzy Altuve. Il y a quelque chose de différent dans l'eau avec Correa à Houston. Il a encore sa maison là-bas. La transition va être facile. Puis le propriétaire s'est dit, moi, je l'ai aimé ici. C'était une question d'argent. Pourquoi je n'étais pas capable de le ramener? Là, je suis capable de faire fitter l'argent. Il faut que je profite de cette fenêtre-là au Minnesota pendant qu'il y a un adversaire qui a un jeu au sol. Fait que, écoute, c'est du grand Jim Crane. Ouais, puis ça va marcher, man. C'est ça le problème, c'est que ça va marcher. Ça va encore marcher. Evan, il trouve tout le temps le moyen de me faire chier. Quand est-ce qu'ils s'en vont? Puis tout ça pendant que Jordan Alvarez a 0 présence au bâton depuis le début de l'année. Non, il y en a eu un tout petit peu au début, mais il a joué un peu. Depuis le mois d'avril, il n'y en a pas. Là. Je pense qu'il a joué une semaine ou deux, là, c'est tout. Mais c'est fou, man. C'est insupportable. Ils sont tout le temps là. Puis, gars, écoute, en tant que fan des Yankees, c'est insupportable, mais je vais quand même donner du crédit à Jim Crane et aux Astros. Ils se donnent les moyens de leurs ambitions. Puis, Correa, même si ça n'amène pas une série mondiale, tu sais ce que ça va amener? Ça va amener du monde dans les estrades. Ça, c'est sûr et certain que ça va venir du monde dans les estrades. Ça va en vendre des jerseys. Ça va revendre des jerseys. Les nouveaux City Connect qu'ils ont eu depuis que Correa est parti, ça va partir en 4 secondes d'écart. Oui. C'est un gars tellement populaire à Houston. Puis, tu sais, ça me fait chier, mais c'est quand même cool qu'ils soient revenus à Houston. Puis, les Astros sans Correa, c'était pas la même chose. C'est un gars qui avait été repêché par l'organisation, qui, premier au total d'ailleurs, qui avait été le projet de l'organisation. C'est le gars qu'on avait monté, puis c'est un peu son arrivée qui a changé la donne à Houston. Altuve et tout, évidemment. Là, mais quand Correa est arrivé, on est comme passé à la vitesse supérieure avec ça. Puis tu regardes
là, éventuellement, quand les Giants vont finalement signer Justin Verlander puis le DFA, évidemment, les Astros vont le signer, ils vont lancer les grosses manches en octobre, on va faire ah, OK, ils sont encore là pour nous pourrir l'existence, ils vont refaire ça l'an prochain, et ainsi de suite, ça n'arrêtera pas. Rendu en 2040, là, quand Verlander va avoir 67 ans puis il va encore faire des strikeouts en série mondiale, on va se dire OK, là, il faudrait peut-être faire quelque chose. Ça commence à être désagréable un peu. Là. Fait que Seb, si on suit la logique, Garrett Cole s'en vient à Houston quand, là? Alex Jamais. Bregman, fais attention, hein. Oui, oui, aussi. C'est tout ouais. tranquille, Alex Bregman, toi, là. Mais seul bémol dans le cas des Astros, puis ton point est bon, Félix, avec Verlander, c'est au monticule. Tu sais, les Astros sont meilleurs avec Carlos Correa, ça, il n'y a aucun doute. On a adressé cette lacune-là à cause de la blessure de Paradise. Mais dans une courte série, comme on disait tantôt, ça va être difficile à Houston. Là. On a vu, on a 2 lanceurs sur qui on peut compter. Puis encore là, d'un soir à l'autre, on ne sait pas trop. Donc, on n'a pas cette profondeur-là qu'on avait peut-être par le passé. Puis ça risque de revenir nous hanter. Puis là, je ne parle pas des Yankees. Là, ça va être un autre club qui va sortir les Astros. Qui? Les Mariners. Je reviens à mon point. On revient encore aux Mariners. Sébastien est sur le bord de s'acheter un trident. Là. Hey, je m'achèterais un chandail de Cal Raleigh. Mais tu vas-tu écrire marketing Raleigh ou Big Dumper dans ton dos? Big Dumper. Big Ben oui, let's go. Un homme de culture, on aime ça. Je veux dire, tu peux t'écrire gros cul dans le dos puis que ça passe. Là, tu le fais, là. C'est la meilleure façon de le faire. Là. Je sais pas. Par contre, je sais pas s'il y en a qui vont le comprendre. Tu sais, Ben oui. C'est pas grave, ça. C'est pas important. Ça. Non, c'est le fun des Non. inside jokes pour 4 personnes aussi. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour les 4 personnes qui savent que. C'est encore plus fun quand une des 4 personnes te reconnaît dans la rue, là, qui vient de parler. Non, mais si tu rends ça vraiment clair, là, au lieu d'un jersey, achète-toi comme un porta-potty, mais portable que tu peux porter sur toi. Tu sais, les genres de toilettes portables avec le nom de Dumper qui est mis dessus, là. Tu sais, achète-toi ça, là, mets-toi ça, enfile-toi ça, là, fais-toi des trous, puis mets tes bras là-dedans, marche avec ça. Là, les gens vont comprendre ta joke. Là, il n'y aura pas de doute, pas en tout, c'est sûr que ça va passer. C'est malade, tu sais, tu regardes Shohei Ohtani, toutes les compagnies, tu sais, qui l'endossent, puis là, tu regardes les publicités, c'est tout léché, c'est tout en noir et blanc, puis lui, il est comme, hey, j'ai une toilette portable, putain, c'est malade, j'adore ça, il a compris le personnage qui était. Lui, il s'invente pas une personnalité. Moi, je joue pas à Los Angeles, puis je suis pas endossé par Nike. Non, non, j'ai des toilettes portables à Seattle, puis manger toute la merde parce que je m'en vais frapper un circuit. Puis il n'y a pas de traducteur en prison. Non! Ok, c'est pas lui qui l'a envoyé en prison parce que c'est pas lui qui fait du pari, hein, Pop? Moi, je dirais. Moi, je voulais. Et tu es en train de nous dire qu'il va se trouver une job à Je me demandais Cleveland? si j'allais là, mais j'étais genre, je peux pas m'en empêcher. Il va se trouver une job où? À Cleveland? Ouais, c'est vrai que les paris sportifs à Cleveland, c'est la mode ces temps-ci. Hey, Emmanuel Classé, il aurait rapporté plus que Joan Duran, hein, si jamais, tout d'un coup, puis là, du jour au lendemain, on le reverra peut-être plus jamais. Mais imagine s'il avait changé Kate Smith, il aurait pas avoir une tonne pour Kate Smith aussi, hein. Ouais. Puis on l'a Ouais, mais là, c'était plus dur d'échanger Kate Smith parce que c'est arrivé avant la date limite quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais tu sais, les Guardians, crois-tu vraiment encore en leur chance? Je veux dire. Ouais, mais Kate Smith, il y a beaucoup d'années de contrôle quand même. Ouais, mais c'est une Miller aussi. Ouais. Après ça, Jim. Ouais, mais DeVries avait déjà été échangé. C'est vrai. Puis il y a personne d'autre qui est assez psychotique pour échanger un gros espoir. Il y a juste AJ Preller qui allait faire ça. On devrait cloner AJ Preller, le mettre déjà les 30 équipes. Eh, là, ce serait le fun. Tous les jours un échange. Même après la date limite. Ben ouais, on ramène la date limite avec les waivers, le 31 août comme avant. Là. On ramène ça comme avant. Pas de niaisage. Puis à tous les jours, un top prospect. Tu veux un top prospect? Donne-moi le tien, je te donne le mien. Puis on se les échange dans 2 semaines de toute façon. Puis juste le party à tous les jours, man. Tu t'en aurais de la job avec AJ Preller 30 fois comme DG, man. T'en aurais de la job avec ça. C'est sûr. Hey, les gars, c'est comme on jasait en début d'émission, nous autres, c'est notre dernière jusqu'au 31 août. Ce qui fait que on peut se retrouver le 31 août puis voir là, qu'est-ce qu'on a pensé. Là, ça vient de passer cette date limite des transactions. On va commencer par vous autres, Charles-Alexis et Sébastien. Quel est votre souhait / votre prédiction pour ce prochain mois de baseball alors qu'on approche là? On va approcher à vitesse grand V les séries éliminatoires. Que souhaitez-vous voir d'ici là? Je veux voir je veux voir des courses aux séries
serré. Parce que, tu sais, des fois, avec le nouveau format, on dirait que d'avance, il y a beaucoup d'équipes qu'on sait qui sont qualifiées. Puis, tu sais, il y a une course, mettons, entre 2 équipes la dernière semaine, c'est tout. Je veux voir des plus grandes courses aux séries. Là, évidemment, ça s'applique peut-être moins au 31 août, mais parce que ce sera plus à la fin du mois de septembre. Mais, tu sais, il va y avoir quand même plusieurs séries importantes entre des rivaux de division ou des rivaux de course aux séries qui vont s'affronter. Donc, je veux juste voir de la bonne balle. C'est pas compliqué. Je veux ouvrir ma télé et faire comme ce duel-là va être intéressant. Je veux pas voir du White Sox Rockies. Là. Donne-moi des duels de division. Charles-Alexis Brisebois, tu ne viendras pas me mentir en pleine face que quand tu as vu le match Rockies, Pirates, c'est fini, 16-15 ou whatever que ça s'est fini, c'est pas de la bonne balle, ça. Oui, mais t'as-tu vu que je t'ai nommé un club de la nationale puis un club de l'américaine? Lâche-moi les interdivisions. Oh non, il parle. Oh non. Nio, enchaîne. Vas-y, je pense. Pour enchérir sur ton point, si tu veux de la bonne balle, regarde pas les Yankees. Parler d'Aquino, ça n'aura pas de la bonne balle des gars qui se font prendre sur un ballon au deuxième but, des gars qui se font prendre à la plate parce que l'entraîneur au troisième coussin, je ne sais pas ce qu'il regardait, mais le voltigeur avait la balle dans son gant, puis il l'a envoyé au marbre. Fait que, moi, mon souhait, ça serait que du côté de New York, on arrête de jouer comme des enfants de 8 ans, puis qu'au moins, on se maintienne dans la course aux séries, parce que présentement, là, c'est catastrophique. Hey, ça, là, je veux juste renchérir un petit peu là-dessus. Là. Je veux renchérir un peu là-dessus. Jazz Chisholm Jr., là, qui fasse cette erreur-là, c'est une chose. Que Aaron Boone ne le bench pas, c'est une chose. Que Jazz Chisholm, après la game, dise « Si c'était à refaire, je ferais la même affaire. » T'es-tu complètement mongol? As-tu vu ce que ça a donné? Ça a donné un double jeu pour rien. Genre, je comprends la mentalité que tu avais derrière ça. Tu n'as pas le droit de la faire, mais tu n'as pas le droit de me dire que tu referais la même chose. Mais en même temps, c'est sûr qu'il ferait la même chose. Aaron Boone ne le sort pas. Quel message t'envoies? Puis Aaron Boone qui s'en va vers le vestiaire avec Chisholm pour lui parler. Mais Chisholm, jamais il faut qu'il revienne de ce vestiaire, de ce corridor qui mène au vestiaire-là. Là. Jamais. Là, c'est quoi le message que tu envoies au reste de l'équipe? Là? Moi, j'aimerais ça. C'est au coach du premier que tu donnes de la merde. Oui, exactement. Le coach du premier qui ne fait rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, lui? Ben, c'est ça, tu sais. Voyons, c'est pas la première fois que dans sa vie que Chisholm il voit un ballon au deuxième but. Là. Mais moi, j'aimerais ça voir ce que Aaron Judge pense de tout ça, puis qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Parce qu'on le sait qu'il y a un grand impact dans cette organisation-là. De voir que l'entraîneur ne le sort pas, il faut qu'il se passe quelque chose. Ah ouais. C'est effectivement. Puis écoute, Sébastien, j'entends ton souhait. Par contre, à force de t'écouter parler, clairement, ton souhait, c'est que les Mariners gagnent beaucoup de matchs jusqu'à la fin de l'année. T'as l'air d'être devenu un gros fan des Mariners depuis le début du show. Là. Je te reconnais pas. Fait que je sais pas pourquoi tu nous mens avec ton souhait. Là. Clairement, ton souhait, c'est que les Mariners gagnent la série mondiale. Mais écoute, moi, je vais y aller avec un autre souhait. On en a parlé un petit peu. Là. Attends, j'espère que dans. Vas-y. Les Mariners gagnent ou les Astros? Ah, les Mariners. Bon, c'est ça. Arrête de chialer. Excuse-moi. Mais moi, écoute, mon souhait, c'est que dans un mois, quand on va se reparler, les Padres sont au sommet de leur division. Puis je pense que c'est réaliste. On en a parlé un petit peu pendant le show. 3 matchs d'écart, les Dodgers qui en arrachent plus qu'on pense. Je veux dire, on avait tellement des grosses attentes pour cette équipe-là. Puis tout. Puis des trop grandes attentes. Je pense qu'on constate ça. Puis là, les blessés reviennent tranquillement pas vite. Là. Blake Snell qui est revenu, Tyler Glasnow qui est revenu aussi. Bon, Tyler Glasnow pour combien de temps? J'ai l'impression que les Dodgers peut-être sous-performent. Peut-être qu'il y a un petit manque de confiance en ce moment. Mookie Betts, qui est vraiment une saison très difficile pour Mookie Betts. On n'en parle pas beaucoup, mais puis on n'a pas été très agressif chez les Dodgers à la limite. On a acheté quelques petits morceaux, mais on n'a pas été vraiment all-in avec une grosse transaction. Je ne serais pas surpris que les Padres soient un peu galvanisés par ça de « OK, gars, nous, on est allé chercher le gros closer. Nous, on est allé chercher Ryan Owen puis Ramon Laureano à Baltimore. On est allé chercher plein de morceaux comme ça. Même Freddie Freeman aussi, derrière le marbre, on avait tellement besoin d'aide du poste de receveur. Freddie Freeman peut littéralement pas être payé que ce qu'on envoyait derrière le marbre depuis le début de la saison. Moi, je ne serais pas surpris que dans un mois, on se reparle les Padres soient premiers de cette division-là. Je serais vraiment, vraiment pas surpris. Félix, je fais juste à dire 15, 16, 17 août. Padres à Dodgers à la minute. Encercler ça va être du cinéma. Ça va être incroyable. 100%. Du cinéma. Moi, ce que je vais souhaiter, là,
C'est que des matchs dans une piste de course, là. OK. Hear me out sur là-dessus. Là. Moi, j'étais hype, OK, sur le projet de stade de baseball dans la piste de course à Bristol, là. Oh mon Dieu, ça... Genre, la loi de Murphy ultime de genre tout ce qui pouvait pas bien aller a mal été. La météo, Ronald Acuna qui se blesse, Spencer Strider qui n'est pas là. On a un rain delay qui est revenu à 11h, on joue une manche, on décide, non, c'est quoi, on va reprendre ça demain. On manque des items dans la bouffe. Pour vrai, la MLB, là, je comprends que le Field of Dreams, c'était hot la première année. Mais on peut-tu lock-in un peu parce que c'était... Je veux bien croire qu'il s'est vendu genre quasiment 100 000 billets, là, mais ça a été un désastre. Il vendait des hot dogs, pas de pain. Il vendait des hot dogs, pas de pain, Chris. Hey, j'ai déjà vu Valentine proposer une poutine pas de frites. Fait que déjà Ouais, là, c'est des hot dogs, pas de pain. Je veux dire, Un fameux c'est pas mal fromage sauce. T'as 2 ingrédients, là, t'en enlèves un. C'est quoi ça? t'avais un job! T'avais un job. Le nombre de saucisses achète le même nombre de pain. Il y a quelqu'un qui l'a échappé à quelque part. Là. Il y a vraiment. C'était des matchs simples par destis, 1 pour 1. C'était pas du 2 pour 1. C'était pas comme le Big Mac où tu peux te tromper, tu prends un pain de dessus, tu prends des pains au lieu de prendre des pains de dessous, tu prends des pains de dessus, là, il t'en manque, c'était tout mélangé. Là. Non. Un pain hot dog, une saucisse. Comment on a pu possiblement l'échapper? Je sais pas. Shout out. Grave erreur. Grave. Shout out d'ailleurs, McDo Saint-Adèle qui m'a offert un Big Mac avec 2 milieux. Mais il devait mieux se tenir que tous les autres Big Mac que tu as mangé de ta vie. Oui, absolument. Tout ça pour dire, si vous ramenez ça sur une piste de course, let's go. Parce que moi, j'étais down avec le projet, mais besoin de lock-in, là. Acheter un bon nombre de pains. C'est le réveil, là. Félix, c'est son cheval de bataille. Non, mais tabarnak! Il va faire 2 toasts après le show, puis ça nous patience. Hey! Non, mais, je vais faire des hot dogs, mais j'ai oublié les saucisses, j'ai juste du pain. Hey! Ouh. Dommage pour tous les gens qui voulaient se faire un 999. Ah! Merde. Je devais même pas avoir assez de bière. Juste pour dire, devait Non, même ils ont pas manqué de avoir bière assez aussi, je pense. Hey les gars, juste avant qu'on donne le mot de la fin, on a quand même notre question du joueur de la semaine qu'on a posé sur les réseaux sociaux. Là, Charles, Alexis, Sébastien, on vous en demande une toffe. Un joueur des Blue Jays depuis 2025 qui a remporté un Cy Young ainsi qu'un MVP du match des étoiles. C'est probablement le nom de famille le plus populaire issu de Toronto. C'est maintenant le plus populaire maintenant de ce nom de famille-là. De qui parle-t-on? Moi, tu vois, je ne savais pas que Shane Bieber avait été un MVP du match des étoiles. Je l'ai appris grâce à votre publication. Fait que merci. Je pense que c'était avant son salaire. Il me semble que c'est 2019 qu'il gagne. Okay. Je peux me tromper, mais il me semble, parce que c'est pas en 2020 certain, il n'y avait pas une match des étoiles. Là. Il me semble que c'était en 2019 qu'il pas pour statistiques. Je suis en train d'aller regarder ça. Parce que je pense que dans ce temps-là, ça n'était pas encore les 2019. 2019 que Shane Bieber avait gagné le titre de MVP du match des étoiles. 2019. Il ne s'appelait pas encore les Guardians dans ce temps-là. C'est ce que le souvenir que j'avais. Bonne question. C'est sûr que c'était avant 2021. Incroyable, Félix. Et c'est ce qui met fin à cette édition de la Triple Menace et cette dernière de la saison. Merci beaucoup, Seb et Charles-Alexis, d'être passés pour parler de balle et venir clore ça. Pluguez-vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver d'habitude? Vas-y, Charles. Ah, ben je te laisse y aller parce que d'habitude, le podcast, c'est quoi? Ouais, je le sais même pas, moi, où est-ce qu'on va. C'est à ben, écoute, je vais me pratiquer. Je vais me roder là, si jamais. Vas-y, t'es capable, t'es capable. Toutes les plateformes de podcast, notre podcast est là. Non, en gros, c'est ça. Non, mais sur toutes les bonnes plateformes de podcast, on est en live les mercredis soirs, 20h, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Donc, pour ceux qui peuvent venir nous poser des questions, c'est là que ça se passe. Puis évidemment, sur le passionmlb.com, pour les articles, pour les podcasts, vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin. T'es pas mal bon, Charles. Yes. Il est incroyable. Il est bon. Un naturel. Un naturel. Un naturel.
Donc, on vous invite à aller écouter et lire pour vos dernières informations baseball. Merci encore une fois, les gars, et merci à vous à la maison d'avoir été là avec nous pour cette saison de la Triple Menace. On se donne rendez-vous le 31 août. D'ici là, on va avoir quelques petits épisodes supplémentaires spéciaux pour vous. Mais sinon, gardez un œil sur les réseaux sociaux aussi, notamment page Facebook des superfans des Tigers de Guangdong. On se donne rendez-vous le 31 août. Ciao.